I'm David Remnick, host of the New Yorker Radio Hour. There's nothing like finding a story you can really sink into that lets you tune out the noise and focus on what matters. In print or here on the podcast, The New Yorker brings you thoughtfulness and depth and even humor that you can't find anywhere else. So please join me every week for The New Yorker Radio Hour, wherever you listen to podcasts. Hey, Lesedi here. We're back with another podcast episode in French. For those of us whose French is a bit rusty, you can listen and follow along with English subtitles on YouTube. This story is last in our 3-part series featuring the city of Goma in the east of the Democratic Republic of Congo. It takes us back to early 2025, when the city was taken over by a rebel group called the M23. We meet Feza, one of the few trained psychologists in the city. In response to the chaos, Feza opens a therapy practice in the back of a cinema to treat what she calls an epidemic of post-traumatic stress. Please take care as this episode discusses violence and sexual assault. Avant de débuter, un avertissement. Cet épisode parle de violence et d'agression sexuelle. Le dernier dimanche de janvier 2025, Feza s'est rendu compte que la guerre était arrivée aux portes de Goma. Elle était à la messe. Au lieu de céder à la panique, elle a pensé que le plus important, c'était de garder son calme, de respirer. J'étais à l'église et il y a un papa de notre quartier de l'église qui était venu me chercher, me voir. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'à Goma, il y a la guerre? Non, moi, je ne voulais pas paniquer. En tant que psychologue, je n'ai pas vraiment cette habitude de paniquer les gens, même s'il y a un grand problème. Feza Balanga a 33 ans. Elle vit à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est une région marquée par 30 ans de guerre civile. Et Feza est une des rares psychologues diplômés de la ville. Alors, quand les pasteurs demandent à tout le monde de rentrer chez soi au plus vite, Feza s'efforce de garder la tête froide. Quand je suis sortie de l'église jusque chez moi, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde dans la route comme d'habitude. Et c'était vraiment inquiétant. Bon, je me suis donné courage comme je l'ai toujours fait. Feza parcourt les rues désertes pour arriver chez elle. Dans la soirée, les premiers tirs se font entendre. Et au petit matin, elle entend le combat s'intensifier à travers la ville. Lundi, c'était vraiment chaud. De 3 heures, je peux dire jusqu'à 17 heures, il n'y avait pas vraiment de pause. C'est à ce moment-là que Feza commence à se sentir mal. Ma tête a fait très, très mal. Je n'avais même pas mangé ce jour-là, ce lundi-là, parce que j'avais la tête qui faisait mal. J'avais aussi la nausée. Donc, c'était vraiment effrayant pour moi. Hein. Ce n'était pas facile. J'avais vraiment peur. Oui. Ce n'est que le mardi que Feza finit par sortir de chez elle, malgré le bruit de tir encore tout proche. Parce qu'on avait aussi le problème de l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait qu'on puisse aller chercher. Le point d'eau le plus proche se trouve à 3 km de chez Feza. Elle est en route quand soudain... Là, à côté de l'hôpital général, j'avais rencontré quelques cadavres qui étaient encore là. Et c'était vraiment effrayant. Et puis, on m'avait dit, « Ah, toi, tu vois seulement ça. » Il y avait beaucoup qui étaient là. Feza apprend que la veille, des dizaines de corps avaient été déposés devant l'hôpital. Et je m'imagine s'ils étaient par exemple à 20 ou à 30 qui étaient au sol comme ça, qu'est-ce que ça allait donner à quelqu'un qui passe là-bas? Feza s'imagine le choc pour les gens qui ont été témoins de cette scène. Le lendemain, quand les rebelles du M23 finissent par prendre la ville, c'est la fin de ce qu'on appelle désormais à Goma la guerre. Feza commence à observer les gens autour d'elle. Après la guerre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des anorexies. Ils n'arrivent pas vraiment à manger très bien. D'autres,
ont du mal à dormir ou à s'exprimer. Ils ont peur de sortir de chez eux. En tant que psychologue, Faiza observe aussi des changements de comportement plus profonds. Il y a la baisse de l'estime de soi. Et il y a les autres qui ont développé l'esprit de vengeance. Voilà. Les combats sont peut-être terminés à Goma, mais Faiza réalise qu'un autre danger menace la ville. Une véritable épidémie de stress post-traumatique. Je m'appelle Jérémy Moupépé et vous écoutez Radio Workshop en français. À Goma, pendant la guerre de janvier 2025, les habitants de la ville sont confrontés à la mort et au viol. Après ce genre d'événements, certains peuvent revivre la scène en boucle ou être constamment aux aguets. On parle alors de troubles de stress post-traumatique. Mais vers qui se tourner dans une ville en ruine où le psychologue se compte sur les doigts de la main? Depuis le génocide de 1994 au Rwanda voisin, c'est toute la région du Nord Kivu autour de Goma qui est secouée par des affrontements quasi permanents. Au fil des ans, la guerre civile fait plus de 5 millions de morts et des dizaines de millions de déplacés. Faiza côtoie cette violence depuis son enfance. Lorsqu'elle a 5 ans, sa famille fuit son village natal de Motema vers la ville de Bukavu. C'est sa mère, Elisa, qui l'aide à traverser cette période. Ma maman, elle était vraiment leader de notre maison. Elle était une femme très intelligente. C'est elle qui était vraiment le moteur de la famille. Elisa était psychologue au sein d'une organisation pour l'émancipation des femmes. À la maison, elle encourageait Faiza à parler de ses angoisses et de ses problèmes. Comme lorsqu'à l'âge de 17 ans, J'étais tombée enceinte. Ce n'était pas facile pour moi parce que j'étais un exemple à suivre pour tout le monde. Dans mon entourage, il y a tout le monde qui disait qu'ils veulent être comme moi. Mais quand j'étais tombée enceinte, c'était vraiment catastrophe. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi-même, je ne sais pas comment j'étais tombée dans cette piège. malgré tout, sa famille la soutient. Elle l'encourage à finir ses études. Mais dans moi, je n'étais pas vraiment bien parce que j'étais partie contre notre culture, contre la religion, contre la communauté. Je ne me sentais pas du tout bien. Sa mère perçoit le malaise de Faiza. Quand j'avais des idées suicidaires ou des idées de quitter la maison, directement, je ne sais pas comment, elle me voyait, mais elle m'approche et me dit que j'ai de mauvaises idées. C'est possible que je peux être encore une bonne femme si je me respecte et si je reste stable. Réconfortée par sa mère, Faiza reste à la maison jusqu'à la naissance de son fils en mai 2009. Mais à peine quelques mois plus tard, la mère de Faiza décède brusquement. En tant que fille aînée de la famille, Faiza se retrouve en charge de ses frères et sœurs, en plus de son nouveau-né. Les mauvaises langues sous-entendent que sa grossesse aurait amené les mauvais sorts sur sa famille. À bout, Faiza décide de partir. Elle laisse son fils derrière elle. C'est comme ça qu'elle arrive devant le bâtiment du 10e régiment militaire de Bukavu. Je voulais intégrer l'armée parce que là, j'avais vu, ah ok, si je suis militaire, personne ne va plus se moquer de moi, personne ne peut pas parler mal de ma famille ou de moi-même. Elle demande un entretien avec la personne en charge du recrutement. C'est un vieux colonel. Il écoute Faiza lui raconter son histoire. Il m'avait dit que tu es une jeune fille, tu es jolie, tu as encore beaucoup d'espoir, tu es comme ma fille. Je ne sais pas si intégrer l'armée peut te donner des choses vraiment faciles. Le colonel n'est pas sûr que l'armée soit l'environnement idéal pour Faiza. Selon lui, il vaudrait mieux qu'elle continue ses études. Il lui propose même de l'aider à payer ses frais de scolarité si elle décide de retourner à l'école. Ça m'a beaucoup touchée et là,
ça booste mon estime de soi. J'avais compris que c'est possible encore que je peux être une bonne personne, je peux avoir un bon boulot, je peux continuer même à étudier et à faire autre chose. Cet échange-là m'avait donné espoir et là, c'était vraiment ma première thérapie. Je ne sais pas là où il est maintenant, que Dieu lui garde. Il était très très sage, un vieux papa, et il m'a compris avec le cœur. Alors, plutôt que de s'enrôler dans l'armée, Faiza commence à travailler comme assistante psychosociale avec des adolescentes. Elle n'a pas encore de formation, mais elle a les contacts faciles avec les jeunes. Il y avait quelques filles qui avaient déjà des enfants. Et là, j'étais pour les orienter parce que moi aussi, j'avais traversé ces stress-là et ça marchait très bien. C'est à partir des expériences que j'avais traversées, ça m'a poussé à faire les counseling ou l'écoute active avec les gens. En 2018, 9 ans après sa conversation avec le colonel, Faiza s'inscrit en psychologie à l'université de Goma. À la fin de ses études, elle devient psychologue dans les camps des déplacés aux abords de la ville. Tous les jours, les gens partagent avec elle leurs histoires de violence, de viol et de pillage. Elle travaille dans les camps pendant 7 ans. Mais quand la guerre de janvier 2025 éclate, la plupart des déplacés fuient à nouveau et rentrent dans leur village. L'ONG pour laquelle Faiza travaille suspend ses activités et elle perd son emploi. C'est là qu'elle se rend compte qu'on a désormais besoin d'elle à Goma. J'avais vu que les gens de Goma sont touchés psychologiquement suite aux balles, suite aux bombes qu'ils avaient vécues. Je me suis décidée OK, il faut que j'ai un cabinet où je dois recevoir les gens qui ont des stress post-traumatiques. Fin février 2025, Faiza utilise ses propres économies pour ouvrir un petit cabinet de psychothérapie à Goma. Elle décide de ne faire payer que ceux qui en ont le moyen. Alors, j'avais trouvé que c'est très nécessaire que les cabinets soient là et à la portée de tout le monde de Goma. Au début, peu de gens prennent rendez-vous. Et ceux qui les font sont méfiants. À Goma, comme dans beaucoup d'endroits sur le continent, la psychothérapie est encore souvent perçue comme importée de l'Occident. Les gens disent que la thérapie, c'est pour le blanc, ça n'existe pas chez nous. Pourtant, c'est faux. Ce ne sont pas les Blancs qui écoutaient ces coups de balle, c'est nous. Ce ne sont pas les Blancs qui sont violés maintenant, là, c'est nous. Tous les matins, Faiza se rend à pied vers le local dans lequel elle tient ses consultations. C'est une petite pièce située à l'arrière d'une salle de cinéma. Faiza donne rendez-vous à ses patients le jour où il n'y a pas de projection pour éviter le bruit et garantir leur anonymat. Merci. Approchez. Merci. Ce matin, il pleut. Une jeune femme d'une vingtaine d'années replie son parapluie avant de rentrer dans la salle de consultation. Faiza l'invite à s'approcher. Ça va? Oui. Moi, c'est Madame Faiza. Je suis psychologue. Ici, c'est un cabinet thérapeutique. Nous faisons des accompagnements psychologiques et donc des traitements psychologiques, des thérapies. Sentez-vous à l'aise. Si vous avez une histoire à partager, des stress, vous pouvez me dire. Merveille, dont nous n'utilisons que le prénom, a accepté de nous laisser enregistrer sa première séance avec Faiza. Elle est venue sous le conseil d'un ami, mais elle dit qu'elle n'est pas convaincue des bienfaits de la thérapie. Malgré tout, elle commence à parler du jour où les rebelles ont envahi Goma. Du jour au lendemain, tout a changé. C'était bien sûr un dimanche que tout a commencé. On pensait que c'était passager. Mais c'était le contraire. Vous savez, c'était une période... Merveille parle de l'incertitude de premier temps face au combat, de la faim et surtout des violences qui ont pris place autour d'elle. On a reçu des messages de nos voisines qui étaient violées.
Et celle-là qui refusait, vous savez déjà, c'était quoi leur sort? Parce que notre voisine, elle avait refusé et on a tué son père et ses 2 frères. Et après, elle a accepté, mais on l'a aussi tué après. Faiza acquiesce de temps en temps, sans interrompre Merveille. Ça faisait peur. On sentait plus rien. La seule sensation qui restait, c'était de croire que demain c'est mon tour et ça peut m'arriver à tout moment. Jusqu'aujourd'hui, j'aime pas voir un homme en tenue militaire. Jamais. La séance dure 1 heure. Ce n'est que vers la fin que Faiza intervient. Ce que tu ressens maintenant et par rapport à ton histoire passée, c'est pas vraiment facile et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc tout le monde était touché par la crise, tout le monde était touché par le traumatisme. Ça, il faut savoir. Ce que Faiza essaie de faire comprendre à Merveille, c'est que ce qu'elle ressent est naturel, voire inévitable, pour ceux et celles qui survivent à la violence. Mais elle explique aussi qu'il existe des outils pour lutter contre le stress. Il y a quelques pratiques qu'on peut faire ensemble si tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, si ça peut changer au moins ma vie, je suis d'accord. Faiza demande alors à Merveille de se concentrer et de fermer les yeux. Dehors, la pluie s'intensifie. Faiza fait une démonstration à Merveille. Elle inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Tu peux faire ça? Merveille prend plusieurs respirations. À la fin de la séance, elle semble plus détendue. J'imaginais qu'on va me donner des leçons de vie, de morale et tout. Mais c'était tout le contraire parce que on m'a laissé parler. Je me suis exprimée et c'est bien parce que c'est à travers ce que j'ai dit qu'on a trouvé de solution. Et avant de partir, Merveille demande un autre rendez-vous. Pour d'autres qui n'ont pas encore franchi cette porte, je leur demande justement de parler. Parce que parler, ça guérit. Et quand on ne parle pas, il y a du coup cette chose qui reste à l'intérieur de nous et ça nous détruit du jour au jour. Pour Faiza, c'est un signe que Merveille a apprécié sa séance. Faiza nous explique qu'en quelques mois, elle a vu les effets positifs de son accompagnement, surtout chez les patients qui font plusieurs séances. Ils arrivent à combattre les symptômes du stress post-traumatique et ils sont plus résilients. Faiza, comme beaucoup de psychologues de Goma, se confie régulièrement à ses collègues. Elle sait que c'est nécessaire pour tenir le coup. Moi, si je n'étais pas orientée, si je n'étais pas écoutée, peut-être je ne pourrais pas aider les gens que je suis en train d'aider aujourd'hui. Et des gens, il en reste beaucoup. Beaucoup à aider. Faiza voit de 10 à 15 patients par semaine. Mais ce n'est rien face aux besoins. Goma manque de ressources. S'il y avait des financements, on allait former quelques jeunes, des leaders locaux, des leaders religieux. Et ils peuvent aussi avoir cette tâche de faire des accompagnements psychologiques aux églises et partout, même dans la communauté. Faiza s'inquiète pour l'avenir de Goma. Imaginez un enfant qui est né pendant cette période de la guerre. Déjà, c'est un fruit des traumatismes. Et cet enfant va aussi grandir avec ces traumatismes et donner ces mêmes tristesses ou stress à ses enfants. Donc, à long terme, s'il n'y a pas vraiment les accompagnements, s'il n'y a pas des orientations qui sont vraiment efficaces, nous serons en train de perdre notre jeunesse. Mais Faiza ne perd pas espoir. Elle voit des gens qui apprennent à faire face aux défis du quotidien, malgré leur traumatisme. Et cela parvient à la réconforter. Parce que quand je travaille, j'accompagne quelqu'un et ces patients arrivent à avoir des résultats qui sont positifs, ça me guérit directement.
m'appelle Jérémy Moupépé, vous écoutez Radio Workshop. Notre reporter pour cet épisode est Elijah Moïsa, un documentariste de Goma. Cet épisode a été produit par Clémence Petit-Perrault, Martine Jossard est notre éditrice. Joe Jackson est notre directrice de production. Montage par Joe Jackson et Mike Refford. Musique par Kamani Sampo chez Edible Audio au Cap, en Afrique du Sud. Cet épisode de Radio Workshop ne serait pas possible sans le soutien financier de 11 Third Project. Visitez notre site web sur radioworkshop.org pour obtenir plus d'informations et pour soutenir notre travail.